Et nous sommes en direct. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Hello tout le monde. Salut, salut. Je vois qu'il y a déjà des gens connectés. Il y a 2 personnes connectées déjà. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous... Bonjour Cindy. Je pense que vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Moi, je Salut t'entends Cindy. parfaitement, Antoine, et je te vois très bien. Bonjour Jean-Marc. Parfait. Bon, je vais en profiter aussi. Du coup, je vois qu'il y a pas mal de gens qui écrivent dans le chat. Bonjour Massinina. Massinissa. Ah, je connais des gens. Bonjour Marc. Oui, pareil, je vois des gens qui sont déjà été dans d'autres webinaires. Donc, pour les gens qui sont déjà dans d'autres webinaires, peut-être que vous avez remarqué, j'ai plus les mêmes cheveux qu'avant, mais c'est toujours la même personne, c'est Luis de Comet. Je vais mettre un petit message en attendant que tout le monde arrive. Pam, pam, pam. Je prépare quelques notes. Bonjour à tous. Boum. Parfait. Bonjour Bertolino. Bonjour Carrie. Ah, ça fait plaisir, il y a de l'activité dans le chat. Donc, avant de commencer, peut-être que c'est le premier webinaire pour certains qui utilisent Livestorm. Donc, comme vous voyez, il y a la petite partie chat. Nous avons aussi une partie questions dans laquelle vous pourrez poser vos questions directement. Et comme ça, à la fin du webinaire, on pourra prendre en priorité les questions qui ont eu le plus de votes. Bonjour Louis. Il y a aussi une partie sondage dans laquelle on mettra un petit sondage à la fin. Donc, je vous invite, je mettrai un petit message dans le chat pour que vous puissiez voter dans ce sondage. Et puis voilà, c'est assez simple. Aujourd'hui, on est là pour un peu plus d'1 heure, avec aussi la partie questions-réponses de la fin. Je vais mettre un petit sommaire, comme ça, les gens qui Ouais. arrivent aussi. Au final, peut-être un peu moins d'1 heure. Mhm. Ça dépend aussi du nombre de questions qu'il peut y Ouais. avoir. Donc, tu nous disais, Antoine, c'est une présentation, un webinaire que tu as déjà fait avant. Ouais. Euh, donc, en attendant que tout le monde arrive, peut-être que je vais faire une petite présentation de Comet. Déjà, j'aimerais savoir si, parmi les gens qui sont avec nous, vous pouvez nous dire dans le chat, est-ce que vous êtes inscrit après avoir vu ça dans la newsletter de Comet? Est-ce que vous faites partie de la communauté Comet? Ou est-ce que vous avez vu ça sur les réseaux sociaux, justement, et vous ne connaissez pas Comet, par exemple? Sur LinkedIn. Parfait. En fait, il y a des anciens étudiants de chez Ironhack et il Ironhack. y a aussi des collègues là de chez Cégide. Ok, ok, ok. Parfait. Du coup, j'en profite justement pour faire une petite présentation de Comet. Ok, allons-y. Donc, Comet, on est un écosystème qui regroupe un peu plus de 10 000 talents freelance tech data. Du coup, chez Comet, nous œuvrons pour un petit peu dans le but de leur permettre d'effectuer les missions dans des grosses entreprises innovantes en France et bientôt en Europe. Et du coup, de leur offrir les meilleures conditions de travail grâce notamment, par exemple, au partenariat. Moi, chez Comet, je m'occupe de la communauté, notamment cette partie-là sur les partenariats. Euh, Généralement, on fait 2 webinaires par mois. Un webinaire plutôt tech, comme celui d'aujourd'hui avec Antoine, et un webinaire plus freelance lifestyle. Ça peut être avec nos partenaires. On a fait quelque chose aussi sur le développement personnel aussi, le syndrome de l'imposteur, des choses comme ça variées. Donc aussi, si vous avez des idées dans le chat, des prochains webinaires que vous aimez voir, des thématiques ou ce genre de choses, n'hésitez pas aussi, on est preneur pour ce genre d'idées. Et voilà pour la petite présentation de Comet. Donc voilà. Moi, je te propose peut-être de faire une petite présentation rapide, Antoine, et puis je te laisse la main sur la présentation. Moi, je vais enlever ma caméra aussi un moment, et puis à la fin du webinaire, je reviendrai avec vous. De toute manière, je reste dans le chat pour répondre aux questions si besoin. Et puis voilà, Yes, ok. Bah, je vais vous partager mon écran. Bienvenue tout le monde. parfait. Je vais vous envoyer également le lien des slides que je vais dérouler. Comme ça, vous l'aurez à emporter pour chez vous. Dites-moi si vous avez bien accès, mais logiquement, ouais. Yes, ok, super. Ok, donc aujourd'hui on va parler de Docker et c'est une présentation orientée dev. Donc ça présuppose que vous êtes déjà dev.
pas forcément React, ni JavaScript, ni quoi, mais voilà, que vous connaissez un petit peu l'environnement et notamment la ligne de commande. On va revoir ensemble pour commencer, donc, ouais, qui je suis. Donc, c'est une commande shell que vous pouvez taper dans un terminal. Si vous tapez who am I, ça va vous ressortir votre nom d'utilisateur. Donc, je suis Antoine Bernier, donc je suis freelance depuis 15 ans maintenant, et je travaille pas mal avec Comet en ce moment pour une société qui s'appelle Cegid, et je suis également formateur dans une web school qui s'appelle Ironhack, et il y a des anciens étudiants qui sont dans la conférence. Je vous ai mis le lien de mon LinkedIn et de mon Behance si vous voulez voir. Et donc, ce que je vais vous demander en premier, du coup, c'est d'installer Docker. Donc, je vous ai mis ici un lien, vous pouvez cliquer. Vous allez arriver sur la page où vous pouvez télécharger Docker pour votre environnement, donc que vous soyez sur Mac, Windows ou Linux. Et si jamais vous êtes sur Mac, vous pouvez directement taper cette commande et ça va vous installer Docker dans votre dossier application. Donc, qu'est-ce que Docker? Donc, pour faire simple, Docker, c'est une technologie de virtualisation. Donc, on va simplifier, mais en gros, ça permet de créer des machines virtuelles. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment des machines virtuelles. C'est un peu plus léger que des machines virtuelles, mais on peut simplifier comme ça, c'est plus simple. Et pourquoi des machines virtuelles? Donc, il y a des machines qui sont physiques, comme votre machine là sur laquelle vous tapez, et il y a des machines virtuelles. Pourquoi est-ce qu'on a inventé des machines virtuelles? Peut-être déjà, dans un premier but, c'était d'émuler. Par exemple, si on pense aux bornes d'arcade, à un moment donné, on n'avait plus les machines, et puis on a voulu émuler la machine pour pouvoir refaire tourner d'anciens jeux, des choses comme ça. Donc, il y a un premier intérêt, ça a peut-être été l'émulation. Et puis, un autre intérêt, ça a été la sécurisation, parce que dans une image virtuelle, on va pouvoir... toutes les choses vont être mieux isolées et mieux confinées, et du coup, il y aura peut-être une moins grande problématique de sécurité. C'est le cas notamment sur les serveurs qui sont mutualisés, en fait. À l'époque, quand Docker n'existait pas, on hébergeait nos sites sur des machines qui étaient mutualisées entre les utilisateurs, et ça pouvait éventuellement poser des problèmes de sécurité parce que on partageait un disque dur, on partageait de la mémoire, et donc d'isoler tout ça dans des machines virtuelles, ça permet de freiner voilà, toutes ces problématiques de sécurité et de partage de ressources. On va revoir ensemble un peu des commandes du shell. Donc le shell, c'est votre terminal en fait. Parce que Docker, c'est vraiment une technologie, un logiciel qui épouse la ligne de commande. Donc il y a une commande qui s'appelle help. On va en revoir, pendant que vous faites l'installation, on va revoir quelques fondamentaux de la ligne de commande. Donc la commande help, elle vous permet d'obtenir de l'aide sur certaines commandes. Par exemple, sur la commande pwd, voilà, je vais rapidement avoir à quoi la commande pwd sert. Il y a d'autres commandes que vous connaissez certainement. Voilà, donc pwd, c'est la commande qui va nous imprimer le répertoire de notre disque dur sur lequel on est actuellement. Là. ls pour lister les fichiers du dossier actuel. cd pour se déplacer du coup dans les dossiers de notre disque dur. Donc par exemple, je peux aller à la racine de mon disque dur, ou je peux aller dans ma home avec le tilde. Et dans ce cas-là, si je refais un pwd, je suis bien revenu, voilà. Donc cd pour se déplacer finalement dans la hiérarchie des dossiers de notre disque dur. mkdir pour créer un dossier. Donc là, je suis dans ma home. Si je mkdir un dossier que j'appelle Toto et que je ls, du coup, je vais retrouver ce nouveau dossier que je viens de créer. Donc, je vais le supprimer avec rmdir. À un moment donné, quand vous avez tapé plein de choses, ça devient vite un peu le bazar. Et si vous voulez tout cleaner votre écran, vous pouvez faire clear. Clear, ça va tout effacer et ça vous remet comme ça. Et vous pouvez aussi, donc si je refais plusieurs commandes, vous pouvez aussi taper CTRL-L. CTRL-L, ça fait exactement la même chose que clear. Et il y a une commande qui s'appelle touch pour créer un fichier. Donc si je fais touch, par exemple, dans ma home, le fichier que je vais appeler
foo.txt. Si je ls, je vois que j'ai créé ce fichier sur mon disque dur. Par contre, il est vide. Il y a également la tabulation qui est très intéressante dans les terminaux. Donc si par exemple je veux céder à la racine de mon disque dur et puis je me souviens plus ce qu'il y a après, je peux taper tab. Donc 2 fois tab, et du coup ça va me proposer des choses. Donc je vois que je peux aller par exemple dans le dossier home ou dans le dossier var. Donc là je vais aller moi dans le dossier users. Et puis je peux refaire tab et je peux commencer à taper A Bernier. Et si j'ai la flemme de tout taper, je peux taper une fois tab et du coup ça va auto-compléter. Tab c'est pour l'autocomplétion dans le terminal et c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Ça permet de moins se tromper. Par exemple, plutôt que de taper A Bernier en entier et de risquer de faire une faute de frappe, je fais tab et du coup je suis assuré que ce dossier existe véritablement et maintenant que je suis bien dedans. Il y a également des commandes pour obtenir de l'aide. Donc c'est le man, commande très célèbre. Donc si je fais man par exemple la commande find, je vais obtenir, voilà, ici c'est la meilleure documentation que vous puissiez trouver sur la commande find et vous allez pouvoir vous déplacer comme ça. Donc c'est comme un gros manuel d'utilisation de cette commande en particulier avec toutes les options qu'elle prend. Donc c'est un mini livre. Donc man qui va marcher pour toutes les commandes. Et puis également, sur la plupart des commandes, vous pourrez faire - help. Donc si je fais man - help, ici ça va être la documentation, mais un peu plus résumée en fait de la commande. Donc c'est pas le manuel complet, c'est plutôt un overview du manuel. Ça marche pour find - help aussi. Ah non, d'ailleurs, ça ne marche pas pour find, mais ça va marcher pour la plupart des commandes. grep - help. Oui, là, on a le résumé du coup de comment utiliser la commande grep avec les principales options qu'on peut lui passer. Une commande qu'on va utiliser tout à l'heure, c'est la commande uname. Donc si je fais uname -a, ça va me donner des informations sur mon système d'exploitation. Donc voilà, donc moi, ça me dit que je suis sur un noyau Linux qui s'appelle Darwin. Et voilà, donc que je suis sur mon MacBook Pro numéro 2, ça c'est le nom de ma machine, et également sur une architecture ARM64, puisque moi j'ai un processeur M1, mais si j'étais sur un autre processeur, peut-être j'aurais AMD64, ou peut-être j'aurais X86, enfin c'est l'architecture de votre processeur. Une autre commande intéressante, c'est which. Donc which, ça permet de savoir où est-ce que la commande ls, elle est finalement enregistrée dans notre disque dur. Donc si je fais which ls, ça me dit, voilà, le programme ls que l'on lance, finalement, il est exactement là dans notre disque dur. Et d'ailleurs, je peux essayer de le lister. Donc je fais ls-l pour avoir plus de détails. Et je vais lister du coup le programme bin/ls. Et du coup, on voit, il est là. Ça, ce sont les droits, le propriétaire du programme, le groupe du programme. Donc which, pour savoir finalement où se trouve la commande sur le disque dur. cat, c'est également une commande intéressante. Donc on va pouvoir l'utiliser pour afficher le contenu d'un fichier. Donc il y a toujours un fichier dans le répertoire etc host, enfin, sur tous les systèmes Unix. Donc si j'essaye de le cat, du coup ça va me l'imprimer en fait. Ça c'est tout le contenu qui se trouve dans ce fichier-là. Donc cat, c'est voilà, pour vraiment dumper le contenu d'un fichier dans le terminal. Une commande hyper célèbre aussi, c'est la commande echo. Donc echo et un petit message genre salut. Ça va m'imprimer du coup le message salut dans la console. Et ça marche également avec des variables, parce que dans votre environnement shell, vous avez des variables d'environnement que vous pouvez lister. Donc on va en essayer une. Donc je vais faire salut et je vais mettre $user. Et là, donc là, je vais imprimer le contenu de la variable d'environnement user et finalement, on voit qu'elle vaut A Bernier.
Et vous avez d'autres variables d'environnement, comme par exemple home. Home, cette variable d'environnement vaut le chemin vers mon répertoire personnel sur mon disque dur. Et des variables d'environnement comme ça, il y en a pas mal. Il y a par exemple shell. Shell, ça me donne le chemin vers le shell que j'utilise. Donc moi, je suis en bash. Peut-être vous êtes en ZSH ou en un autre bash, un autre shell. Et donc, c'est porté par la variable d'environnement shell. Si vous voulez voir toutes les variables d'environnement disponibles, vous pouvez faire print env. Print env, ça va vous lister toutes les variables d'environnement qui sont déjà définies dans votre système. Donc, on retrouve une variable d'environnement qui est intéressante, qui est le pass, la home, qui est intéressante, qu'on a vue, et comme ça. Si on écho un petit message comme ça, on va pouvoir, grâce au chevron, rediriger le contenu dans un fichier, en fait. Donc ça, c'est l'opérateur de redirection qui va permettre donc de faire écho. Donc déjà, je vais me mettre dans mon répertoire personnel. Donc vous pouvez faire cd tilde ou cd tout court. Ça va vous envoyer dans votre répertoire personnel. Si je fais un pwd, ok, ça c'est bien ma home sur mon disque dur. Ensuite, moi, j'ai un dossier que j'ai appelé tmp dans ma home, et je vais me mettre ici pour faire un petit peu mes manipulations. Là, je suis dans mon dossier tmp, je vais écho un message, genre bonjour user. Donc ça va m'afficher bonjour à Bernier. Et ce message, je voudrais le stocker dans un fichier. Donc là, je vais utiliser la redirection vers un fichier que je vais appeler helloyou.txt. Si je ls, je vois que j'ai un fichier qui s'appelle comme ça. Et si je cat ce fichier, je vois que le contenu contient bien ce que j'ai écho et redirigé à l'intérieur. Il y a également le double chevron. Et donc ça va pas créer le fichier, ça va rajouter en fait. Ça va rajouter ce message à la fin du fichier, à la fin du contenu qui existe déjà. Donc si je fais echo, ça va bien. Je vais pouvoir le append à la fin de mon fichier hello-you. Si maintenant je cat, je vois que le message il a bien été rajouté à la fin du fichier et que j'ai toujours le premier texte dedans. On peut également créer un fichier. Donc là, on va créer un fichier journal.txt grâce à la commande cat. Donc je vais taper cat et je vais vouloir écrire dans le fichier que je vais créer qui va s'appeler journal.txt et je vais faire entrer. Et là, vous voyez que mon prompt, il est repassé à la ligne et donc je peux écrire comme si j'étais dans un éditeur de texte. Donc je vais écrire, par exemple, cher journal, je saute une ligne, je t'écris depuis la ligne de commande. Je refais une ligne, et si j'ai fini d'éditer mon fichier, je vais faire CTRL-D. Et donc tout ce que je vais avoir écrit ici va se retrouver dans le fichier journal.txt. On va vérifier avec cat. On voit, voilà, tout ce contenu que j'avais tapé, il est bien dedans. Donc cat, ça peut aussi, grâce à la conjonction de l'opérateur de redirection, nous servir comme finalement un espèce de mini-éditeur de texte. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les IRDoc. Donc, on va pouvoir, avec cette syntaxe particulière, donc je peux venir copier tout ça, coller, faire entrer. Et finalement, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre tout ce contenu dans le fichier poem.txt. Et en fait, ce qu'on fait ici, c'est un peu comme ce qu'on vient de faire, mais sauf qu'on va pouvoir copier-coller directement le contenu, et avec end of file, où on met ce qu'on veut, mais en tout cas, il faut que ça soit repéré ici et ici pour délimiter le début de la fin. On va venir définir tout ça à l'intérieur du poem.txt. Si je cat poem.txt, on voit qu'il contient bien l'ensemble du texte. Donc cette commande, elle est assez pratique parce que vous pouvez, c'est une commande que vous pouvez copier-coller pour créer des fichiers en fait. Il y a des raccourcis clavier aussi qui sont pratiques. Donc si par exemple on a tapé une commande et que je veux aller tout au début
de la ligne, plutôt que de me déplacer comme ça de 1 en 1, je vais pouvoir faire CTRL A. CTRL A, ça va emmener mon curseur tout au début de ma commande. Et il y a aussi CTRL E qui va me ramener du coup tout à la fin de ma commande. Si on a une commande qui est très longue, ça va nous permettre de gagner du temps, parce que même en restant appuyé, 1 à 1, ça prend un certain temps. Si je veux par exemple effacer tout ce qui se trouve à gauche de mon curseur, je vais pouvoir faire CTRL U. CTRL U, voilà, ça efface tout ce qu'il y avait à gauche du curseur. Et puis, il y a CTRL-C, donc c'est là qui est hyper importante. Dès que vous allez vouloir annuler une commande ou mettre un terme à une commande qui est toujours en cours, vous allez pouvoir appuyer sur CTRL-C. Si par exemple, je fais top, donc top, c'est une commande qui va m'afficher tous les processus en cours et me les trier par les plus gourmands. Donc top, donc voilà, moi je vois que le processus qui prend le plus de ressources CPU, actuellement, c'est Chrome. Et donc, si je veux mettre un terme à cette commande qui est toujours en train de s'exécuter, là, je peux faire CTRL-C. Donc, CTRL-C, vraiment hyper importante. Il y a une commande qui s'appelle History, qui va vous donner l'historique de toutes les commandes que vous avez tapées jusqu'à maintenant. On voit, moi, on retrouve les différentes commandes que je viens de taper avec vous. Et d'ailleurs, vous pouvez remonter dans votre historique avec la flèche du haut. Donc, si vous appuyez sur flèche du haut, vous allez remonter votre historique, donc History, Top, et ainsi de suite. Comme ça, je peux remonter dans mes commandes jusqu'à retrouver une certaine commande et du coup refaire entrer. Si je veux rechercher une commande dans mon historique, je peux faire CTRL-R. CTRL-R, ça me donne un input où je peux écrire, par exemple, je recherche ma commande grep. Voilà, et je vais retrouver dans mon historique la dernière commande grep que j'ai tapée. Si je sais qu'elle est plus haut dans mon historique, je peux refaire CTRL-R, et dans ce cas-là, ça va rechercher encore la commande précédente. Donc sur grep, j'en avais qu'une, mais par exemple, si je fais ls, je vais CTRL-R, ls, ça c'est la première qui a été trouvée, et là, je vois, j'en retrouve d'autres en fait. Je peux tout arrêter, donc je fais CTRL-C. Et puis, beaucoup d'autres commandes, donc chmod, chown, grep, find, ps, kill, enfin, vous savez, le terminal, c'est vraiment un truc qui s'apprend au fil du temps et qui prend des années avant de vraiment le maîtriser. Donc, au fur et à mesure, vous apprenez comme ça un peu des commandes supplémentaires. Une commande, c'est exit. Exit, ça permet de sortir du terminal. Donc moi, si je le fais là, je ne vais pas le faire, mais du coup, ça m'arrêterait mon shell en fait. Donc logiquement, vous avez eu le temps d'installer Docker. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ? Ouais. Donc Docker Desktop, une fois lancé, ça doit ressembler globalement à ça. Donc vous avez une espèce d'interface qui est livrée, mais c'est surtout en fait un programme Docker qu'on va pouvoir exécuter en ligne de commande. Donc pour vérifier que votre Docker est bien installé, vous pouvez dans un terminal taper docker -version, et ça, si c'est bien installé, ça doit vous dire la version dans laquelle c'est installé. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, docker -version ? Ok, maintenant on va parler un peu de la théorie Docker. Donc dans l'environnement Docker, on va parler d'images Docker. Donc les images, j'ai pris l'analogie avec les CD-ROM. Je ne sais pas si vous avez connu les CD-ROM, mais c'est un peu l'analogie qu'on peut faire. En l'occurrence, ça va permettre de créer, par exemple, une image d'un certain logiciel Encarta. Là. On va pouvoir graver cette image et puis la passer du coup à nos amis pour qu'eux-mêmes puissent installer Encarta sur leur ordinateur. Et donc pour fabriquer cette image, on va passer par la commande docker build. Donc docker build, c'est un peu notre graveur, voilà, qui va nous permettre de créer des images pour pouvoir après les distribuer.
Pour fabriquer cette image, il va falloir une espèce de recette de cuisine. Et cette recette de cuisine, c'est ce qu'on appelle le Dockerfile. Donc c'est un fichier dans lequel on va dire des instructions à Docker pour fabriquer notre image. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Le Dockerfile, il va être passé à la commande Docker build pour finalement ressortir une image. Et toutes les images Docker qu'on va avoir fabriquées, elles vont être listées dans une librairie locale sur notre machine qu'on va pouvoir afficher grâce à la commande Docker Images. Donc Docker Images, voilà, c'est un peu la librairie de toutes les images qu'on va avoir fabriquées localement sur notre machine. Et pour lire une image qu'on aura fabriquée, la commande, ça va être Docker Run. Donc Docker Run, c'est un peu notre lecteur de CD-ROM. Et une fois qu'on va avoir qu'on va avoir exécuté justement le CD-ROM, là, ça va produire ce qu'on appelle un container. Donc un container, c'est une instance de l'image qui tourne, en fait, qui est exécutée. Chez Docker, il y a une notion de registry. Donc en fait, ça va être le lieu où tout le monde va pouvoir partager ses images. Tout le monde chez lui va pouvoir fabriquer des images en local. Et à un moment donné, s'il veut distribuer son image, il va pouvoir l'envoyer dans le registre Docker. Et donc voilà, on peut un peu le représenter comme ça. Du coup, c'est un espèce d'énorme magasin de CD où on va pouvoir un peu découvrir plein de logiciels. Et c'est le cas, en fait, aujourd'hui, la plupart des acteurs de l'open source et des éditeurs de logiciels publient des images Docker sur le Docker Registry. Le Docker Registry, vous pouvez y aller sur hub.docker.com. C'est l'adresse, en fait, du registry. Et vous allez trouver, alors, par exemple, l'image de Node. Je peux aller dans Official Images et vous allez retrouver, en fait, la plupart des logiciels, donc Redis, qui sont hyper populaires, Ubuntu, la distribution Linux, PostgreSQL, Nginx, Node, MySQL, MongoDB, Apache. Vous voyez qu'en fait, tous les acteurs aujourd'hui du marché et du monde de l'open source, finalement, produisent des images Docker et les publient sur le registry Docker. Donc c'est vraiment, en fait, Docker aussi un super moyen de distribuer ces logiciels. Pour pouvoir publier une image qu'on a construite localement dans le registry, c'est hyper simple, c'est un peu comme Git. On va juste se Docker login, il faut avoir un compte sur le hub Docker. Donc vous pouvez vous créer un compte ici. Et une fois que vous allez être logué, vous allez pouvoir Docker push votre image que vous avez construite en local. Et automatiquement, vous allez la retrouver dans votre compte. Et les gens vont pouvoir, la pull et en profiter. On peut faire le test. Donc nous, si on essaye de, par exemple, récupérer l'image que Node a publiée, on va pouvoir faire Docker pull Node. Donc dans un terminal, je vais Docker pull l'image Node. Et donc, on voit pulling from library Node, et là, il est en train de télécharger l'image de Node. L'image de Node qui est ici sur le registry, en fait. Donc on voit, elle fait à peu près 200 mégas. Et de base, il me le télécharge dans sa dernière version. Donc si je lui spécifie pas de version particulière, il va me prendre la dernière. Le hub Docker, du coup, c'est un peu celui qui va alimenter la plupart des clouds. Donc que ce soit sur le cloud Amazon, le cloud Azure, le cloud de Google, GCP, la plupart des gens vont se baser sur les images qui ont été publiées sur le Docker Registry. Donc une fois qu'on a poolé l'image, on va pouvoir l'exécuter donc avec un Docker Run.
je vais exécuter mon image que j'ai récupérée maintenant et qui est sur ma machine. D'ailleurs, je peux la lister avec un Docker images. Je vois, j'ai l'image node, donc que je peux maintenant exécuter avec Docker run. Donc j'exécute cette image. Et en fait, je vais pouvoir lui passer des paramètres, en fait. Donc je vais faire --- version. Donc là, je vais exécuter l'image que j'ai récupérée, donc qui finalement exécute le binaire node, en lui passant des paramètres. Et si je fais ça, je vois, c'est la version 18.4 qui a été téléchargée, en fait. C'est pas mon node à moi. Sur ma machine, si je fais node --- version, j'ai aussi node d'installer sur ma machine, mais ici, je l'ai dans la version 16. Donc ça, c'est vraiment la preuve que quand je fais le Docker run, c'est la version de l'image qui m'est affichée et pas celle que j'ai sur ma machine. Donc celle de la machine virtuelle, en fait. Donc on peut aussi Docker run une image, enfin la version d'une image qu'on n'a pas. Par exemple, node 16.alpine. 16.alpine, donc c'est node 16 dans une version un peu light. La version alpine, c'est toujours une image qui va chercher à être la plus petite possible. Donc si je fais Docker run d'une image que je n'ai pas pull, il va me l'auto-pull. Donc il va regarder si elle est là en local, il me dit qu'il la trouve pas, et donc automatiquement il va la télécharger. Il va la télécharger, et tout de suite après, il va exécuter la commande, et du coup m'afficher la version ici en fait. Donc ça c'est assez élégant en fait. Quand on fait un Docker run, si l'image n'est pas locale, si elle n'est pas présente localement, il va aller la chercher sur le hub. Je vais réexécuter docker run node -help. Donc, je vais obtenir de l'aide sur le node de mon image node. Et là, ce que je voulais vous faire voir, c'est donc dans node, il y a une option qui est intéressante, c'est le -p. Donc node -p, je vais vous le montrer en local avec mon node local. Si je fais node -p, ça va me permettre de passer un message comme par exemple mat.pi fois 2. Et en fait, ce que node-p va faire, c'est qu'il va console.log en JavaScript cette expression-là, en fait. Et donc, ça va me retourner le calcul, en fait, de ça dans mon terminal. Donc là, on voit, ça marche. C'est bien le double de 3.14. Et donc ça, je vais pouvoir l'exécuter, mais pas sur mon node local, sur mon node de mon image que j'ai téléchargée. Et là, on voit le résultat elle-même. Node-p, on va s'en resservir après. Pour prouver aussi que c'est bien un node qui s'exécute sur une machine virtuelle, on va réutiliser la commande uname. Donc on va faire docker run node et on va lui passer la commande à exécuter. Donc vous voyez qu'en fait, de base, il cherche à exécuter la commande node, et du coup, c'est pour ça qu'on peut lui passer --- version. Mais si on lui spécifie une autre commande, alors il va exécuter cette commande dans l'environnement de la machine virtuelle de cette image-là. En fait. Donc là, si je fais uname-a, il va me retourner Linux. Donc ça, c'est vraiment la preuve, parce que moi, en local, si je fais uname-a, je suis sur Darwin. Donc ici, vous voyez que c'est vraiment la preuve que uname-a, il a été exécuté dans l'environnement de l'image node qui se trouve être un Linux. Donc ça, c'est vraiment hyper puissant, en fait, de pouvoir passer en fait une commande à exécuter dans l'environnement de la machine virtuelle de l'image ici. Et par exemple, si on fait cette commande-là, on peut faire docker run node, et je vais lui passer une commande à exécuter dans la machine virtuelle. Et la commande, ça va être npm-x, le package ko say, et un petit message. Et donc, en fait, là, donc, il a bien exécuté ma commande npx ko say, et on voit, elle s'affiche ici. Donc ça, c'est le package ko say, qui est un package node et qui permet d'imprimer comme ça un petit message.
on peut essayer avec cette commande. Donc c'est un autre package Node qui permet d'afficher, en fait, de transformer un message en un QR code. Donc si j'essaye, donc en gros je lui dis exécute cette commande dans l'environnement de l'image Node, et cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va transformer le message A en un QR code en utilisant Node. On voit, on a un QR code qui s'affiche. Je vais essayer pour vous prouver de le flasher. Et on voit, ça a bien mis le message A. On va faire un autre exemple un peu marrant. Donc avec, on va créer un dossier, on va se mettre dans notre dossier TMP. Je vais tout effacer. Je crée un dossier TMP, bon, moi il existait déjà, et je vais dedans. Vous pouvez le faire en même temps, hein. Et ensuite, grâce à la commande qu'on a vue tout à l'heure avec le here.doc end of file, on va créer un fichier Dockerfile. Donc je vais, en copiant-collant tout ça, ça va me créer un fichier Dockerfile qui va contenir tout ça. Donc là, j'y vais, je vais copier-coller cette commande. Si je ls, je vois que j'ai bien un Dockerfile. Si je le cat, je vois qu'il contient bien tout ce contenu-là. Et maintenant, je vais essayer de builder, donc de créer mon image. Donc je vais faire un docker build. Et ici, il faut qu'on spécifie le nom de l'image qu'on souhaite donner à l'image. Donc -t comme tag. Et on va l'appeler cette image Nyan4. Et on lui dit où trouver le Dockerfile avec lequel construire l'image. Et donc nous, il est dans le même dossier, le Dockerfile. Donc il est point, c'est le dossier courant. Donc là, il va construire notre image grâce à la recette de cuisine du Dockerfile. Donc qu'est-ce qu'elle dit, cette recette de cuisine? Elle dit de télécharger Ubuntu, et avec Ubuntu, d'installer le package Nyan4. Et ensuite, quand on runnera cette image, d'exécuter la commande Nyan4 qui du coup aura bien été installée précédemment. Donc là, on se retrouve, OK, notre image est finie d'être construite, on va essayer de la lister, et on la voit, elle est là en fait, elle porte bien le nom qu'on lui a précisé, et donc on va pouvoir l'exécuter. Pour l'exécuter, je vais faire un docker run, le nom de mon image, donc Nyan4, et on va juste préciser un petit paramètre qui est -it. Donc -it, c'est pour avoir un terminal interactif. Donc on va exécuter donc, cette image. Et là, on voit le programme Nyan4 qui s'exécute du coup dans notre terminal. Et c'est aussi la preuve que c'est pas en cours d'exécution sur ma machine, c'est en cours d'exécution dans la machine virtuelle qu'on a créée avec notre Dockerfile, parce que moi, j'ai pas Nyan4 sur ma machine. Donc ici, si je veux mettre un terme au programme, je fais CTRL-C. Et voilà, donc ce qu'on a vu se produire, c'est l'exécution de l'image Docker qu'on vient de créer, dans laquelle on a installé une Ubuntu et le programme Nyan4. Si je la relance, je vais ouvrir un deuxième terminal. Il y a une commande qui s'appelle docker ps qui nous permet de lister les containers en cours. Donc là, puisqu'on a cette exécution qui est en cours, elle remonte dans un docker ps. Ça, c'est le processus voilà, du container qui est en train de tourner. Il a été activé il y a 7 secondes. Je vais pouvoir exécuter une commande dans ce container-là qui tourne. Donc je sais qu'il est en train de tourner. Je vais pouvoir lui passer une commande. Donc je vais faire docker exec. Je vais reprendre le numéro du container et je vais pouvoir lui passer une commande, donc n'importe laquelle, qui va s'exécuter dans ce container qui existe actuellement, quoi. Donc là, je vais faire uname. Et voilà, on voit que c'est bien un Linux en fait qui est en train de tourner dans ce container. On va exécuter cette fois-ci
Donc toujours sur ce container, avec l'option -it, la commande top. Donc ici, voilà, ici, là, on est en direct de la machine virtuelle, et on voit que c'est le programme Nyan4 qui prend le plus de ressources CPU, 3%. 3% du CPU de ma machine virtuelle, en fait. Donc là, on est vraiment en direct de la machine virtuelle. Donc je peux quitter. Et il y a une commande pour killer un container, c'est docker kill. Et il faut juste qu'on reprenne le numéro du container, donc je ne l'ai plus, donc je vais faire un docker ps. Donc ce numéro de container, ce container ID, je peux le docker kill. Et si je retourne du coup dans mon premier terminal, on voit mon Nyan4, il a été arrêté. Je refais un docker ps. Du coup, on voit on n'a plus aucun container qui tourne. On va pouvoir aussi rentrer dans le container. Donc si je fais un docker run pour exécuter mon image, -it pour avoir un terminal interactif. Donc je veux exécuter donc, mon image Nyan4. Et en fait, là, je vais pouvoir lui passer une commande. De base, si je ne lui passe pas de commande, il va exécuter la commande par défaut, qui a été définie dans le Dockerfile qui est Nyan4. Mais si je lui passe une commande, et là, je vais lui passer bin sh. Donc en fait, je lui dis d'exécuter le shell dans cette commande-là. Et donc là, regardez bien ce qui va se passer. C'est qu'en fait, là, ça y est, je suis rentré dans le shell de Nyan4. Donc je peux faire un ls. Et là, voilà, ça, c'est les fichiers de mon image Nyan4. C'est pas du tout les fichiers de mon disque dur actuel, en fait. Donc, voilà, je suis vraiment en direct, je suis à l'intérieur même du container, et pour en sortir, je vais faire exit. Et là, on voit le prompt, il est redevenu mon prompt à moi. Je suis revenu dans ma machine. On va mettre tout ça en application, du coup, pour construire une image React. Donc, on va faire tourner une application React dans un container. On va créer un dossier Docker CRA, c'est comme ça qu'on va appeler le nom de notre projet, et moi, je vais le mettre dans le dossier TMP. Je vais aller dedans. Je suis dedans, pwd. Et je vais initialiser une application React avec create React App. Donc create React App, c'est un boilerplate pour générer une application React. On va le créer voilà, dans notre dossier Docker CRA. Donc ça prend un peu de temps. Il est en train d'installer tous les packages npm et tout ça. Voilà, c'est presque fini. Ok, maintenant si je ls, je vois, j'ai bien mon boilerplate qui a été initialisé, qui contient du coup tous les fichiers. On va ouvrir tout ça dans VS Code. Et ok, on retrouve notre structure classique d'une application React. Maintenant, nous, on va écrire le Dockerfile qui va nous permettre de générer notre image qui va faire tourner notre application React. Donc, on va créer un fichier à la racine du projet qui va s'appeler Dockerfile avec un D majuscule. Et ici, on va mettre la recette de cuisine. Donc déjà, nous, on va se baser sur une image qui va contenir déjà Node. Donc, Node publie une image. Donc, on peut se resservir pour créer notre propre image. Ici, on va prendre Node en version 18. Donc ça sera un Linux, et on le prend dans la version Alpine, comme ça sera vraiment une image hyper light, elle fera quelques mégas seulement. Donc
on va déjà essayer de construire ça. Donc, on n'a pas écrit grand-chose dans le Dockerfile, mais on va déjà essayer de le builder. Donc là, je vais faire un docker build. -t, je vais lui donner un nom et je vais l'appeler docker CRA, comme le nom de mon projet. Et point pour lui dire où se trouve le Dockerfile. Et donc, on voit, étape 1, il lit en fait notre instruction. Il voit qu'on n'a pas l'image Docker Node 18 locale, donc il est en train de la télécharger. Et ça y est, il a fini de construire notre image. Si on Docker Images, on va voir, voilà, on a Docker CRA qui est là et qui fait 172 mégas. Il y a une étape importante ici, c'est que quand on Docker build, la première chose que fait Docker build, c'est qu'il regarde un peu ce qu'il y a autour de lui, en fait. Donc vous allez voir notamment un truc qui s'appelle le contexte. Voilà, transferring context. Donc ça, c'est quelque chose d'important, en fait, c'est avant de construire l'image, en gros, Docker va faire une liste de tous les fichiers qui existent autour de lui, en fait. Et il va définir ce qu'il appelle son contexte. Donc après ce contexte, donc il aura tous ces fichiers à disposition dans le Dockerfile. Donc on aura téléchargé notre image de base. On va travailler dans le dossier app. Donc là, on dit, voilà, on veut travailler dans un dossier que l'on crée et qui va s'appeler app. Et puis, on va copier tous les fichiers du contexte, justement. Il a créé son contexte, donc il dispose de tous les fichiers alentour du Dockerfile, et on va lui dire, copie l'ensemble des fichiers dans l'image, en fait, dans l'image qu'on est en train de créer. Donc copie point, donc ça veut dire tous les fichiers du contexte vers app, en fait, dans le dossier app. Mais seulement, nous, on veut pas faire une copie du dossier node-modules que l'on a localement, en fait. On voudrait qu'il réinstalle les node-modules lui-même, en fait, à l'intérieur, parce que peut-être, moi, je suis dans une version différente de Node que celle-ci, en fait. Et d'ailleurs, c'est le cas. Donc, en fait, je veux pas que les node-modules soient envoyés dans mon image, ceux que j'ai sur ma machine. Je voudrais qu'il les recrée lui-même, en fait. Donc, pour ça, on va lui dire d'enlever le node-modules de son contexte. Donc pour ça, on va pouvoir créer un fichier .dockerignore en lui disant quoi exclure du contexte. Et donc là, nous, on va lui dire ne mets pas le dossier node-modules local dans ton contexte. Finalement, là, dans le contexte, maintenant, il n'y aura plus les node-modules. Donc ici, on retrouvera une image, mais sans le dossier node-modules local. On va essayer de builder ça. Donc, je vais refaire la même chose, docker build. Et si j'essaye de rentrer dans l'image, donc je peux faire un docker run -it pour avoir un shell interactif. Le nom de mon image, c'est docker CRA. Et je veux l'exécuter, donc bin, je veux exécuter un shell à l'intérieur. Je me retrouve à l'intérieur, voilà, de mon image, dans le dossier app. Et si je fais un ls, je vais voir, voilà, j'ai tous mes fichiers, mais pas le dossier node-modules, puisque je l'ai bien exclu du contexte grâce à mon docker ignore. Donc on voit, mon image construite, pour l'instant, elle n'a pas le dossier node-modules. Je vais sortir, exit. Donc je vais vouloir le recréer, ce dossier node-modules, parce que mon application en a besoin. Donc je vais le faire avant. Je vais le faire ici. Je vais faire un... Donc je vais copier les deux fichiers qui me permettent de générer mon node-modules, donc le package.json et le package lock. Donc ces deux fichiers, je vais les copier dans mon app, et tout de suite après, je vais exécuter le npm CI. Donc la commande npm CI, elle va tout réinstaller les node-modules. C'est un peu comme npm i, mais c'est la bonne pratique quand on construit une image, c'est de plutôt utiliser le CI parce qu'elle va installer exactement les mêmes versions qui sont dans le package lock. Exactement.
Donc c'est plus reproductible. Donc ça, voilà, ça va me permettre de recréer mon package, mon dossier Node Modules, en fait. Je suis en train de recréer à l'intérieur de mon image mon dossier Node Modules. Parce que je ne vais pas l'avoir copié. Donc si je réexécute ça, docker build, on va avoir une étape supplémentaire. On voit donc il a copié les deux packages.json et maintenant il exécute le npm run, le npm CI. Du coup, ça prend un certain temps parce qu'il est en train de télécharger toutes les dépendances depuis npm. Et maintenant, mon image est construite. Si j'essaye pareil de re-rentrer dedans et maintenant de faire un ls, je vois cette fois-ci que j'ai mon dossier Node Modules qui a bien été construit depuis l'image, avec Node 18. Je vais sortir. Il me reste plus maintenant qu'à builder mon application avec npm run build. Donc ça, c'est fourni par create-react-app. Donc juste après avoir tout copié, je vais faire un run de la commande npm run build. Ça va me produire mon dossier build grâce à create-react-app. Ça, on va builder. Aussi, il y a quelque chose de super intéressant dans Docker, c'est qu'il ne refait pas les choses qu'il a déjà faites. Par exemple, vous voyez que faire le npm CI, puisque précédemment, package.json et package.json n'ont pas changé, il sait que ça ne sert à rien de le refaire. Donc il y a une notion de cache qui est ultra performante et qui ne va pas refaire les étapes précédentes, en fait. Tant que cette ligne-là n'a pas changé, il ne va pas refaire ça, en fait. Donc là, on va se retrouver avec un dossier build qu'on va pouvoir servir grâce à un petit package qui s'appelle serve. Donc là, on va lui dire de servir le dossier build, qui est en fait notre application React, notre application statique qui a été construite ici. Donc c'est la dernière chose qu'on doit faire, c'est lui donner la commande par défaut en fait à exécuter quand on fera le docker run. Et puis pour la documentation, on va lui dire sur quel port en fait on va lancer le serveur. Et serve, de base, il lance les choses sur le port 3000. Je vais relancer une dernière fois la construction de mon image. Et maintenant, on va vouloir l'exécuter. Donc avec un docker run. On va se mettre en -it parce qu'on va vouloir avoir un terminal interactif qui nous dise les requêtes qui passent sur notre application React. Et on va lui préciser donc, les ports. Donc il y a une option -p pour Docker Run, donc on va mapper les ports. Donc notre application, en fait, elle s'exécute sur le port 3000 à l'intérieur de notre machine virtuelle. Et ce port 3000 à l'intérieur de notre machine virtuelle, on va le mapper avec notre port à nous, de notre machine à nous, donc le même port en fait. Donc on pourra accéder à travers localhost 3000 au port 3000 de la machine virtuelle. Et l'image qu'on va exécuter, c'est Docker CRA. Pas besoin de lui préciser la commande, parce que la commande, on l'a mis dans le CMD en fait. Donc c'est ça qui va s'exécuter en fait. Donc si je lance, là il est en train d'installer serve, et il me dit voilà, que mon application tourne, je vais la vérifier, je vais aller sur localhost 3000, et je vois ma create-react-app qui tourne, et là, je suis en fait pas sur ma machine à moi, hein. Je suis sur la machine virtuelle de l'image Docker CRA qu'on vient de construire. Voilà, donc après, on a fait tourner cette image en local, mais bien sûr, cette image, vous pouvez la déployer aussi chez des hébergeurs, notamment chez Heroku, par exemple, qui est vraiment très simple. Donc je vous ai mis un petit peu, si jamais vous voulez déployer votre image locale vers Heroku, je vous ai mis un petit peu les instructions. Donc vous devez vous Docker login, vous devez créer une application côté Heroku pour qu'elle tourne, et puis après, vous allez toucher finalement
vers un registre que met à disposition Heroku, votre image, pour finalement réaliser cette image que vous aurez pushée chez Heroku. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions éventuellement. Bonjour. Alors, il y avait une question de Bruno. Du coup, il nous demandait si il y aurait une rediffusion. Et du coup, oui, effectivement, vous allez recevoir un mail à la fin du webinaire avec le replay. Et ensuite, si le replay sera publié sur la chaîne YouTube de Comet. Voilà, voilà. Donc, on arrive à la fin. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager, Antoine? Je vais mettre peut-être ton LinkedIn aussi dans le chat. Ouais, non, c'est bon pour moi. Parfait. Hum. Donc, on vous a mis un petit sondage aussi dans l'onglet sondage. Je vous invite à répondre au sondage. Encore une fois, Antoine, merci beaucoup pour ton temps. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on en parlait de faire cette présentation. Toi, du coup, tu as déjà fait des missions avec Comet. Tu t'es inscrit, ça fait un moment que tu es inscrit sur Comet, non? Ouais, ça fait plusieurs années. Ouais. Ok, ok. Donc oui, ça faisait un moment qu'on parlait pour faire de cette présentation. Donc encore une fois, merci beaucoup pour ton temps, pour la présentation. Il y a une question de Bertolino. Est-ce qu'il y a le même pour Docker Composer? Non, ouais, du coup, Docker Compose, là, on ne l'aborde pas. Mhm. Mais moi, je vais pas faire de présentation sur Docker Compose, mais effectivement, c'est un peu dans la lignée, quoi. Quand tu construis des images Docker, tu vas pouvoir les assembler entre elles, tu vois, les faire communiquer entre elles à travers un Docker Compose. Mais ça, du coup, plutôt à vous de voir ça de votre côté, là. Mhm. Parfait. Du coup, l'idée sur le sujet, je la note aussi. Euh, et voilà, comme je le disais, merci beaucoup Antoine pour ton temps. Merci à tous les participants qui sont venus aujourd'hui. Et puis voilà, on vous retrouvera très rapidement pour un prochain webinaire. Ça marche. Merci beaucoup, très bonne journée à tous. Bonne journée, salut. Au revoir.